Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons commencer donc les différentes séances de fin d'après-midi où la place aux jeunes sera de plus en plus importante entre ce que nous allons faire maintenant, le speed data tout à l'heure, puis le quiz des équipes des jeunes. On commence donc par cette réunion, la battle des cas cliniques. Donc c'est une présentation de cas cliniques qui est faite en collaboration entre le CNCH et le CCF, le Collège des cardiologues en formation, et c'est fait avec le soutien du laboratoire donc, de l'Alliance BMS-Pfizer que nous remercions bien sûr. Alors la présentation se fera de la façon suivante. Donc, il y aura une présentation qui est limitée dans le temps, 10 minutes pour chaque présentation, avec possibilité de répondre à une question au maximum, donc ça sera 0 ou 1 question. Et ensuite, il faudra déterminer lequel, finalement, des 4 candidats vous semble le meilleur, et c'est vous qui voterez. À cet effet, vous avez ici, on va vous remontrer donc un QR code que je vous demanderai de scanner, qui vous permettra d'accéder directement à la possibilité de voter. Après chaque présentation, vous pourrez voter. Si vous avez beaucoup aimé, ça sera 5 étoiles. Si vous aimez modérément, c'est 1 étoile. Et à la fin, bien évidemment, de la présentation, sera déclaré vainqueur celui ou celle qui aura le plus d'étoiles. Donc, nous allons commencer. Je voudrais juste, et je le redirai à plusieurs reprises, vous demander dans toute la possibilité d'être présent demain matin tôt. Demain matin, nous avons donc la venue à 8 h du ministre de la Santé, donc le Dr François Braun. Vous savez que ce ministre fraîchement élu depuis quelques semaines est un urgentiste. Il a travaillé depuis toujours à l'hôpital de Metz, c'est-à-dire dans un cadre d'hôpital non universitaire. Il est particulièrement à l'écoute et à la sensibilité des hôpitaux non universitaires, mais aussi des urgences et des urgences cardiologiques. Et donc, c'est bien sûr un plaisir, c'est un honneur de le recevoir. Mais je pense que nous devons non seulement par correction être présents, mais aussi c'est important d'être nombreux pour montrer notre force. C'est-à-dire qu'on est dynamique, qu'on est motivé. Et je pense que, vous savez, dans les équipes de foot, le 13e homme, c'est important, ou le 12e homme, c'est important. Je vous demande pour demain d'être le 12e homme et d'être présent tôt. Quitte à ce que vous preniez quitte à ce que vous descendiez en pyjama, quitte à ce que vous preniez le petit déjeuner après, mais venez. Voilà, donc on va commencer cette session avec la première présentation. Donc je vais appeler Constance Granier de Chartres, qui va donc nous parler d'un SCA statique. Bonjour à tous, je m'appelle Constance, je suis en 3e semestre d'internat de cardiologie à Tours et je vais vous présenter le cas d'un SCA statique. Il s'agit d'un monsieur Q, 67 ans, qui a pour principal antécédent une thrombophlébite du membre inférieur droit qui évolue en maladie thromboembolique avec un ulcère chronique qui se complique d'un carcinome épidermoïde infiltrant à l'os il y a de ça 10 mois. Qui est traité par une amputation transtibiale droite il y a 8 mois, avec un bilan d'extension qui est plutôt négatif, un curage ganglionnaire négatif surtout. Dans ses autres antécédents, on retrouve un lymphocèle inguinal droit surinfecté en post-opératoire sur la cicatrice de curage, et un bilan par électrocardiogramme et échographie à noter en préopératoire qui est normal, c'est encore mieux sans eux. Il a un traitement symptomatique non spécifique et aucun facteur de risque cardiovasculaire. C'est un monsieur qui est hospitalisé en soins de suite pour sa réadaptation et son appareillage prothétique. Lors de sa réadaptation, il présente des douleurs précordiales typiques, médiothoraciques, qui irradient dans le membre supérieur gauche à l'effort seulement, depuis 2 semaines, et qui cèdent quelques minutes après l'arrêt de l'effort. Un électrocardiogramme est réalisé dans les suites d'une de ces douleurs et qui retrouve cet aspect, comme vous pouvez le voir, avec un sus-décalage dans les dérivations inférieures et de V3 à V6.
Petit moment de panique, le patient est transféré directement dans le service de cardiologie à Chartres où il est admis en salle de cathétérisme direct. Dans la salle de cathétérisme, on réalise une échoscopie juste avant de procéder à la coronarographie qui retrouve une FEVG à environ 50% visuellement, une hypokinésie apicale et un doute sur une petite lame d'épanchement péricardique. Vous retrouvez ici les lésions qui sont observées avec un statut tritronculaire, des lésions significatives au niveau de l'IVA, de la circonflexe et de la coronaire droite moyenne. Et on réalise également une ventriculographie qui va retrouver une FEVG à 65% et une akinésie apicale avec un doute sur un thrombus plan. Aucun geste de revascularisation n'est réalisé dans le même temps. Le patient n'a pas mal au repos. Il est stable sur le plan hémodynamique. On se laisse le temps de la réflexion et notamment de discuter le dossier en staff médico-chirurgical. Le patient est remonté en salle de cardio, on l'espère sans douleur. Et en salle de cardio, on retrouve cet électrocardiogramme qui est inchangé par rapport au premier qu'on avait vu avec ce sus-décalage qui persiste avec un patient, qu'on le rappelle, n'a aucune douleur. La prise de sang, on retrouve des enzymes cardiaques qui sont un petit peu élevées, modérément, avec un cycle qui est stable. Le reste de la biologie est sans particularité. On effectue une échographie au labo afin de préciser un petit peu ce qu'on avait déjà vu lors de l'échoscopie, et notamment sur cette lame d'épanchement péricardique. Et là, on retrouve un aspect de rupture de la paroi apicale, avec un épanchement à un niveau péricardique cloisonné, et également un hématome que vous voyez ici sur cette petite étoile jaune apicolatérale. On retrouve également cet épanchement péricardique en latéraux-OD, sans signe de gravité hémodynamique. On se laisse un petit peu de temps devant ce patient qui est complètement stable hémodynamiquement, des images échographiques qui sont quand même relativement inquiétantes. Donc on préfère caractériser un petit peu mieux ces images par une imagerie plus fine, par IRM cardiaque. L'IRM cardiaque confirme ce qu'on avait déjà suspecté, c'est-à-dire cet aspect que vous voyez ici sur cette image complètement hétérogène à l'apex, qui prend le contraste pendant les séquences de perfusion et qui serait complètement en rapport avec une fissuration inféro-latéro-apicale et un épanchement péricardique circonférentiel qui est plutôt hématique, fibrineux, qui va bien dans ce contexte, sans signe de compression. Donc là, le patient est transféré très rapidement vers un centre de chirurgie cardiaque, à Massy en l'occurrence, où il est pris au bloc opératoire assez rapidement. En chirurgie cardiaque, on retrouve également cet aspect, encore une fois, de pré-rupture cardiaque avec le thrombus qu'on avait déjà vu à la ventriculographie. Donc, durant l'intervention, on a réalisé une résection de tous ces tissus nécrosés. On répare cette zone apicale avec une technique de Jatten. Je vous ai remis un petit schéma ici, avec notamment un patch de Dacron. Dans le même temps, est réalisé le pontage de l'IVA par la mammaire interne gauche. Donc on a revascularisé ce réseau gauche, le réseau droit étant été laissé comme tel avec un projet d'angioplastie dans un deuxième temps. Dans les suites post-opératoires immédiates en réanimation sont plutôt simples. Cependant, le patient, lorsqu'il est admis en service de chirurgie cardiaque, décède à J7 d'un tableau de détresse respiratoire aiguë avec une défaillance multiviscérale. Entre-temps, cependant, toutes les pièces anatomopathologiques d'exérèse myocardique reviennent avec notamment les résultats. Et là, surprise, on retrouve un aspect de carcinome épidermoïde moyennement infiltrant, ce qui fait de notre cas finalement un cas de pré-rupture cardiaque sur une lésion qui était métastatique, apicale, à distance d'un cancer épidermoïde cutané du membre inférieur droit qui, on le rappelle, était un cancer considéré comme traité et non métastatique. Pour refaire juste un petit point sur les métastases cardiaques, qui sont une entité qui est quand même peu connue, donc la plupart du temps, ça reste des tumeurs secondaires, donc des métastases. C'est des patients qui sont pour la plupart suivis, c'est 1,5 à 20% des patients qui sont suivis pour néoplasie, donc c'est une fourchette qui est relativement large et extrêmement vague, mais parce qu'il y a très peu de données sur le sujet, il y a très peu de cas répertoriés. On imagine que c'est des chiffres qui vont être amenés à se préciser par le temps.
C'est des cancers qui sont la plupart du temps des cancers de proximité avec le poumon, des cancers du sein, des cancers de l'œsophage et également des cancers non solides comme le lymphome. C'est des néoplasies qui sont plutôt au stade métastatique déjà connu, ce qui n'était pas le cas de notre patient, ce qui est assez étonnant, c'est pour ça que c'est pas la première idée qui nous est venue en tête. Généralement, en règle générale, c'est plutôt au niveau péricardique avec des épanchements néoplasiques, comme on peut le voir assez couramment dans les services de cardiologie, beaucoup plus rarement au niveau du myocarde et de l'épicarde et de façon exceptionnelle au niveau de l'endocarde. C'est une dissémination qui se fait la plupart du temps par contiguïté, donc avec ces cancers qui sont plutôt de proximité, également par voie hématogène, ce qui était le cas de notre patient, parce qu'on rappelle que c'était quand même un carcinome qui était infiltrant à l'os, donc on imagine une dissémination qui était plutôt hématogène, et il peut y avoir également des disséminations lymphatiques et veineuses, mais dans ce cas-là, on va plutôt voir des atteintes des cavités droites. C'est un diagnostic qui est extrêmement difficile, avec une symptomatologie qui est complètement variable, qui peut être complètement asymptomatique, qui passe par tous les syndromes tous les symptômes cardiopulmonaires en allant jusqu'au choc cardiogénique. La plupart du temps, sur ce qui va évoquer, la première chose sur lesquelles on va éventuellement évoquer le diagnostic, ça va être des modifications ECG qui ne concordent pas forcément avec la clinique, un peu comme chez notre patient, avec ce ST sus-décalé de façon persistante chez un massieu qui n'a plus mal, et également des troubles du rythme ventriculaire qui seraient inexpliqués. Il y avait une petite étude qui avait été réalisée sur une trentaine de patients qui avaient un petit peu comparé les aspects électrocardiographiques, comme vous pouvez le voir ici, en A, avec chez des patients qui ont ces cas de métastase cardiaque, avec un aspect qui était comparable à notre patient, avec un ST donc, qui est décrit comme persistant, plutôt concave, sans ondes Q pathologiques, et avec des ondes T qui sont négatives, chose qu'on va plutôt retrouver au moment du retour à la ligne isoélectrique dans le cas général. Cette étude retrouvait tous ces éléments avec une spécificité de 96%. Pourquoi et comment sont expliquées ces modifications ECG? Alors il y a beaucoup de facteurs impliqués. Il y a tout ce qui est en rapport avec la tumeur, notamment l'extension de la tumeur avec une compression de la microcirculation, l'étirement des fibres musculaires par envahissement, notamment aussi tout ce qui va être l'inflammation et les facteurs prothrombotiques avec des micro-emboles coronaires, ce qui n'était pas forcément le cas chez notre patient. Et il y a également une différence de potentiel membraneux avec un transfert de potassium des tissus nécrosés qui peuvent faire ces modifications électriques. Un petit aparté sur le cancer, évidemment c'est très compliqué de faire un petit peu la part des choses parce qu'il y a 10% des patients qui sont atteints de cancer qui décèdent par cause cardiovasculaire, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont confondants avec des facteurs de risque communs entre le cancer et la maladie cardiovasculaire, des mécanismes qui se recoupent. Là, ce n'était pas le cas chez notre patient, mais des thérapies, il y a également tout le côté des thérapies oncologiques avec la radiothérapie, même si elle vise à être plus fine, et les chimios et surtout les immunothérapies qui sont au centre des recommandations oncocardio en ce moment. Les types et stades de cancer aussi, ça va varier, puis ça va être aussi confondu avec les facteurs de risque cardiovasculaire, la vessie, avec le tabac, etc. Et puis les facteurs prothrombotiques. Au final, pour conclure, les métastases cardiaques, quand est-ce qu'il faut y penser? Eh bien, pas souvent. Chez les patients, généralement, avec une néoplasie qui est connue, encore plus chez les patients déjà connus métastatiques, quand, la plupart du temps, comme on l'a dit, sur des modifications ECG qui seraient assez étonnantes, inexpliquées. La confirmation diagnostique, c'est surtout un apport de l'imagerie. Donc l'écho, l'IRM et le TEP scanner, plus ou moins la coronarographie qui va se discuter au cas par cas. Et sur le traitement, actuellement, il y a très peu d'options thérapeutiques. C'est des patients qui sont généralement avec une néoplasie qui est déjà métastatique, déjà avancée, pas forcément dans un état général très bon. Donc la plupart du temps, on s'oriente vers le soin palliatif, mais c'est un diagnostic qui, avec l'apport de l'imagerie qui devient de plus en plus fine, on l'espère, va peut-être se faire de plus en plus et éventuellement, comme des cancers qui se traitent de mieux en mieux, peut-être des traitements à l'avenir spécifiques. Voici les références et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Écoutez, vous avez tenu vos délais avec une présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Donc je vous rappelle, est-ce qu'on pourrait peut-être remettre le QR code éventuellement pour ceux qui ne l'ont pas encore scanné?
Donc à l'aide de ce QR code, vous accédez directement à la possibilité de noter de 1 à 5 étoiles cette présentation, sachant que vous validerez qu'à la fin. Vous ne pourrez valider qu'à la fin des 4 présentations. Ça veut dire qu'en pratique, vous pouvez encore rectifier votre appréciation avant de la valider définitivement. Écoutez, merci. Merci. Et donc, je donne la parole à Alexandre Michi, donc, qui... Merci beaucoup. Merci Jean-Loup. J'ai le plaisir d'introduire Dr Raphaël Forest. J'espère que je prononce bien. Non, de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Je suis actuellement en interchu au CHU de Rangueil à Toulouse. J'étais au stage d'avant à Montsouris. Je remercie d'ailleurs Montsouris pour me permettre de présenter ce cas clinique. On y va. Donc, il s'agit d'une dame de 83 ans avec relativement peu d'antécédents médicaux qui fait une douleur thoracique dans la nuit du mercredi au jeudi, pour laquelle elle ne consulte pas. Et le samedi, elle n'arrive plus à respirer, donc elle appelle le SAMU. À l'arrivée du SAMU, elle est dyspnéique, elle a besoin de jusqu'à 15 litres au masque de concentration, elle a des signes d'insuffisance cardiaque droite et gauche, pas de signe de choc pour le moment, et il persiste une douleur thoracique. Ils font un ECG, qui est un ECG de SAMU. Bon, il n'est pas idéal, mais en tout cas, on peut voir déjà des stigmates d'un syndrome coronarien aigu, ST+, on voit un sus-décalage notamment en V6, et un début d'onde Q en territoire inférieur. Elle est chargée en aspégique et devant la persistance de la douleur, elle est envoyée directement en coronarographie. On fait juste une fast écho avant la coronarographie qui retrouve une fraction d'éjection autour de 50% et on voit une insuffisance mitrale qui semble être sévère. Donc voici la coronarographie. On peut voir donc là au niveau de l'artère circonflexe, ça marche pas, si, juste là. Donc, il y a donc une occlusion aiguë. Elle est revascularisée par un stent actif avec une récupération d'un flux satisfaisant. Cependant, elle se dégrade sur la table de coronarographie. Elle devient oxygéno-requérante. On est obligé de lui mettre la VNI jusqu'à 100% d'FiO2. On appelle les réanimateurs qui décident du coup de l'intuber en séquence rapide devant la persistance de signes de détresse respiratoire. Et on met aussi un ballon de contre-pulsion aortique sur la table de coronarographie. Elle monte en réanimation, elle est techniquée, cathéter, et on commence la anti-agrégation plaquettaire. Le bilan biologique qui montre déjà des signes de choc et des défaillances multiviscérales, une insuffisance rénale aiguë et une cytolyse hépatique jusqu'à 5 fois la normale, des lactates élevés. Et à l'ETT qui font en réa, on voit à nouveau cette insuffisance mitrale qui semble sévère, un début de prolapsus, mais l'échogénicité n'est pas idéale. Vu qu'elle est stabilisée, on arrive et on peut faire l'ETO. Donc je profite de ce cas clinique pour rappeler un petit peu les principes de segmentation mitrale à l'ETO. En fait, on se base sur des repères anatomiques qui sont stables. Donc on se met en coupe bicommissurale. Et donc en fait, on va pouvoir voir ici, je montre avec la souris, l'auricule gauche, qui est notre repère latéral. Et sur la coupe antéro-postérieure, l'aorte qui est notre repère antérieur. Donc le principe étant d'utiliser le modèle X-plan. On voit c'est cette ligne en pointillé blanc là. Donc là on voit qu'elle est mise sur la zone 2. Donc on saura que du coup logiquement la construction à 90 degrés qui correspond donc au X-plan, elle sera en regard de A2, P2. Si on avait fait le même X-plan à ce niveau-là, par exemple, au niveau de la zone 1, on aurait eu de la même façon A1, P1. Donc là, on a toutes les réponses sans avoir à mettre la couleur. Si on regarde la coupe antéro-postérieure, donc à droite, on voit qu'il y a un prolapsus de A2 qui est complet. La valve déplace complètement le plan de l'anneau et on voit cette rupture de pilier postéromédian. On voit le pilier qui bouge dans tous les sens. On confirme, ne vous inquiétez pas, il y a de la couleur. On voit bien, on confirme avec la direction du G, on voit bien qu'elle est à l'opposé du prolapsus, donc là on a aussi ce prolapsus complet de A2, cette rupture complète du pilier postéromédian sur une paroi qui d'ailleurs est complètement akinétique.
On peut aussi se servir, une fois qu'on a bien clarifié les choses en 2D, de la coupe 3D. On se place, là on s'imagine à l'intérieur de l'oreillette gauche et on regarde la valve mitrale. On a les mêmes repères anatomiques, l'auricule gauche qu'on voit ici, l'aorte devant, donc on sait se situer A1, A2, A3, P1, P2, P3. Donc là on voit à nouveau, je vous ai mis une image arrêtée, peut-être un peu plus claire à voir, on voit donc le prolapsus complet de A2 ici et le pilier mitral qui fait saillie dans l'oreillette gauche. Donc on a bien mis en évidence une insuffisance mitrale aiguë sévère. Visuellement elle était déjà très sévère avec un prolapsus complet et une rupture complète du pilier postéromédian. Donc là on est devant un choc cardiogénique, donc une malade qui est gravissime, secondaire à un infarctus du myocarde à temps tardif, compliqué d'une rupture complète du pilier mitral. On calcule l'Euroscore parce que la prise en charge de première intention c'est la chirurgie. Il est calculé à 37%. Ce qui est assez élevé. Donc on se réunit avec les réanimateurs, l'équipe de chirurgie cardiaque et on décide que la prise en charge chirurgicale est trop risquée. Donc on décide de faire une pose de clip mitral, vraiment une solution un geste de sauvetage. Donc on reviendra peut-être sur le clip mitral si on a le temps tout à l'heure. En tout cas, la première, donc c'est un abord veineux. La première partie c'est la ponction transseptale. Donc là, on voit là c'est l'aiguille transseptale qui est dans l'oreillette droite. Il faut une hauteur suffisante pour avoir la place de faire le virage et s'orienter bien perpendiculairement à la valve mitrale. Donc là on est bien, on avance. La deuxième partie, la deuxième subtilité, c'est la mesure de la valve postérieure là, à ce niveau-là. C'est important et ça s'explique par le fait qu'il faut suffisamment de tissu à attraper pour pouvoir avoir un clip qui tient. Donc là on est bon à nouveau, on peut continuer. Donc l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le grasping. Alors là on voit la représentation du mitraclip. Cette représentation-là, on doit la retrouver sur la coupe antéro-postérieure, c'est les mêmes coupes que tout à l'heure. Donc là on la voit bien, on voit bien les deux bras du mitraclip. Et là, à la coupe à 90 degrés, c'est bien parce qu'on ne voit pas du tout les bras. Donc on est bien perpendiculaire. Et donc l'étape suivante, elle consiste en fait, ça s'appelle le grasping, à attraper la valve. Et en fait, vous allez le voir, hop, je vais essayer de montrer, c'est pas forcément évident. Ça va se passer à ce niveau-là. Si ça peut marcher. Bon. Avec la souris, à ce niveau-là, on va voir la valve qui va, le grippers qui va descendre et bloquer la valve. Clac, là on vient de le voir, voilà, c'est assez rapide. Donc on est bon, on a attrapé notre valve, on a posé notre clip, donc là on voit le résultat après un premier clip, on est quand même assez content, hein, la fuite mitrale a quasiment intégralement disparu, mais il persiste quand même en médial une fuite significative, donc on décide de poser un second clip. À nouveau, les mêmes rebelotes, on fait les mêmes choses, on mesure la valve postérieure, on a suffisamment de place, on peut y aller, donc on positionne notre second clip mitral. Et on vérifie quand même, avant de le lâcher, qu'on n'est pas sténosant au niveau de la valve mitrale. Là, on a un gradient moyen qui est mesuré à 4 après fermeture du deuxième clip. Donc on peut se permettre de le larguer. On a fait aussi de la planimétrie pour vérifier qu'on n'était pas sténosant. Donc voilà le résultat final. Donc on voit qu'on a une fuite mitrale qui a quasiment disparu. Là, c'est une reconstitution en true view de nos clips mitraux, on les voit bien. Là, un regarde vraiment de A2P2, l'autre vraiment à la lisière entre A2P2 et A3P3. L'évolution secondaire de cette patiente, c'est une patiente qui est donc reprise en réanimation par la suite. Le ballon de contre-propulsion est retiré à J3. Elle est rapidement extubée au bout de 5 jours. Elle sort quand même au bout de 20 jours de réanimation. On rappelle qu'elle a 83 ans. Le bilan biologique se normalise progressivement et elle est transférée en SSR par la suite. Un des enjeux de surveillance échographique pour cette patiente, au-delà de l'infarctus qu'elle a eu, ce sera de vérifier ce gradient mitral et de le surveiller au cours du temps, être sûr que ça ne devienne pas sténosant. Alors j'aurais bien aimé faire un petit point sur l'insuffisance mitrale aiguë. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment un coup de tonnerre dans un ciel serein. On a en fait un volume de régurgitation qui va s'appliquer à des cavités cardiaques qui ne sont absolument pas prêtes à recevoir un tel survolume. Donc l'oreillette gauche, on a dans l'oreillette gauche une surpression brusque qui explique donc la détresse respiratoire aiguë. Et le ventricule gauche non plus n'est pas prêt et il ne peut pas majorer son volume d'éjection systolique comme il pourrait le faire dans une insuffisance mitrale chronique. Et donc, en fait, le débit cardiaque qui va aller, le volume d'éjection qui va aller dans l'oreillette gauche, ça se fera aux dépens de l'aorte. Et donc, on a l'explication du choc cardiogénique également. Là, c'est les principales causes, les principales étiologies de l'insuffisance mitrale aiguë.
je vous les liste peut-être pas toutes, j'aurais peut-être pas le temps. Quelques notions échographiques qui doivent mettre la puce à l'oreille. J'ai mis le drapeau rouge, c'est vraiment une insuffisance mitrale sévère sur des cavités cardiaques qui sont de taille normale. Ça doit mettre la puce à l'oreille. Il faut se dire, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est pas un phénomène aigu? L'autre chose, c'est l'onde V là qu'on voit ici, qui correspond en fait à la décélération brutale. La décélération brutale liée à l'augmentation de pression dans l'oreillette gauche, et on voit en fait du coup ça fait en Doppler continu un flux qui est plus en V par rapport à un flux qui est plus continu sur l'IM qui est chronique. Voilà. Donc deux outils assez simples. On le rappelle, la prise en charge de première intention c'est la chirurgie, mais avec un risque opératoire bien plus élevé dans des situations aiguës. On peut aussi faire appel comme on l'a fait au ballon de contre-propulsion ou voire jusqu'à l'ECMO. La revascularisation si on est sur une cause ischémique et peut-être penser à l'éventualité de faire une prise en charge percutanée comme on l'a fait. Et juste une dernière diapo sur la rupture de piliers. Donc il y a deux piliers principaux, muscles papillaires. Le antérolatéral, revascularisé par deux artères, je finis juste avec ça, l'IVA et la CX, et le muscle postéromédian, et qui en fait se rompt beaucoup plus fréquemment que l'autre parce qu'il est vascularisé lui par une seule artère, l'IVP en général, qui vient de la coronaire dominante, la droite souvent, mais là c'était la CX, bon, ça dépend des gens évidemment. Et donc la prise en charge, c'est la chirurgie. Je vous mets juste les images, voilà, on avait deux patientes à un mois d'intervalle, et à gauche on a une rupture en fait partielle, on voit qu'il y a toujours une partie du cordage qui reste accroché, donc le pilier était partiellement rompu. Voilà. Donc pensez aux complications mécaniques de l'infarctus lorsque c'est revascularisé tardivement. L'IM aigu c'est grave, donc vite penser à orienter en réanimation la patiente, la stabiliser et s'orienter vers un centre expert avec notamment une chirurgie cardiaque, voire une équipe de cardiologues interventionnels structurels. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Docteur Bell. Pour le pilier, est-ce que vous êtes sûr que c'est postéromédian, c'est pas l'antérolatéral, comme c'est le prolapsus de la valve antérieure? Comment? Vous ne pensez pas que c'est le pilier antérolatéral qui s'est rompu? Non, il me semblait que c'était sur la paroi postérieure. Hein. On l'a vu, on avait là. En tout cas, là c'est la paroi postérieure, donc on est bien. Je pense que c'est le postéromédian. Le message pourrait être en phase aiguë d'infarctus, quand on met un patient sur la table avec un ST+, la chose à savoir, c'est savoir s'il y a un souffle systolique. Parce que si c'est une CIV ou si c'est une IM aiguë, ça peut être chirurgical. Et à ce moment-là, on peut éviter de mettre le stent parce que le patient va passer vite à la chirurgie. Parce qu'une fois qu'on a mis le stent, on a les antiagrégants plaquettaires avec les complications. Tout à fait. J'avoue que maintenant, la seule question que je pose au SAMU qui pose le patient, c'est a-t-il un souffle systolique? Je pourrais écouter moi-même. Alors, il n'y a pas toujours un souffle dans l'insuffisance mitrale aiguë. La CIV, bien sûr, on le sait, mais j'ai lu plusieurs, du coup, en lisant les articles là-dessus, justement, ils disent que c'est pas tout le temps qu'il y a le souffle d'insuffisance, même si elle est grosse. Donc, au moins le coup d'échoscopie, éventuellement, qui peut nous aider. Voilà, une question brève. Alors, moi, c'était plus un commentaire pour Loïc. C'est que... Même si on n'a pas mis le stent, comme la chirurgie cardiaque dans ce contexte d'infarctus évolutif reste à très très haut risque de mortalité. C'est pas que la double antiagrégation qui pose problème, c'est le fait que le patient vient de se faire un infarctus semi-récent et que le myocarde est extrêmement friable à ce niveau-là. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, nous allons passer au candidat suivant, la candidate, donc Nassima Jabala. Tacastentetron.
Je profite de... Rassurez-vous, le décompte n'a pas commencé. Ça charge, mais ça... Vous pouvez voter aussi à la fin, d'accord, après les 4 présentations. Si on profite de cette occasion de remercier à l'Alliance BMS Pfizer pour cette magnifique collaboration avec le CNCH. Donc, je vous rappelle que vous pouvez voter et jusqu'à la fin, vous pouvez changer encore vos votes puisque ce n'est qu'après la 4e candidate que vous pourrez valider l'ensemble de vos votes. Donc, vous avez encore le temps de vous réactualiser. Ça marche. De toute manière. C'est bon. Ça y est, ok. Apparemment, c'est en train de sortir. Si on peut l'avoir sur l'écran. Ok, donc c'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Nassima Djabala, je suis interne de cardio en 5e semestre à Metz. Et donc je vais vous présenter un petit cas clinique Takastène-Teltron. Pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, on va parler de Madame C, une dame de 48 ans, un IMC normal, qui a comme facteur de risque cardiovasculaire un tabagisme à 20 paquets années et puis une hérédité coronarienne avec un infarctus du myocarde chez son frère à l'âge de 45 ans. C'est une dame qui n'a pas beaucoup d'antécédents, une péricardite et puis une thrombose veineuse superficielle et c'est une dame qui ne prend aucun traitement au long cours. Donc, pour ce qui est de l'histoire de la maladie, c'est une dame qui présente en fait des douleurs d'allure angineuse depuis plusieurs mois, pour lesquelles elle ne s'était pas particulièrement inquiétée, en tout cas elle n'avait pas consulté. Et puis finalement, le 20 décembre 2020, elle présente cette fois-ci une douleur thoracique intense sur son lieu de travail, constrictive, pour laquelle cette fois-ci, elle se présente au service d'accueil des urgences. Donc aux urgences, ils lui font toute la batterie d'examen de la douleur thoracique, donc un électrocardiogramme qui retrouve un sous-décalage du segment ST un peu diffus et puis un petit sus-ST en AVR et une négativation des ondes T dans le territoire antérieur. Ils lui font une prise de sang, pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de la bio, il y a un cycle de troponine qui revient négatif, des dédimères négatifs, pas de syndrome inflammatoire biologique. La dame en fait est renvoyée chez elle et puis finalement elle revient le lendemain parce que les douleurs persistent et sont franchement invalidantes. Et puis donc ils lui refont ECG bio qui donne les mêmes résultats et puis une écho-cœur qui retrouve un bon VG, un bon VD, pas de troubles de cinétique évidents, pas de grosse valvulopathie et puis un péricarde qui est sec. Donc il est quand même conclu un tableau d'angor instable et la dame est adressée chez nous à Metz pour une coronarographie. Donc voilà les images de la coronarographie diagnostique avec ici l'injection de la coronaire droite, un réseau droit dominant, une coronaire droite qui est plutôt belle sans lésion significative. Et puis quand on injecte le réseau gauche, on tombe là-dessus. Cette image-là qui est un petit peu plus parlante avec du coup une subocclusion du tronc commun ostial, une subocclusion de l'IVA ostiale, une subocclusion de la bissectrice et puis une petite plaque sur l'ostium de l'ACX qui ne paraît pas significative mais qui mérite quand même d'être déclarée. Donc la dame est jeune, pour faire les choses un petit peu dans les règles de l'art, on la met sous cardégique héparine et puis on en discute avec nos collègues chirurgiens cardiaques. On fait un staff médico-chirurgical en urgence et donc une indication de pontage à orthocoronarien en urgence est retenue devant le jeune âge et les lésions coronariennes très sévères. Avant de la passer au bloc opératoire, on essaye de lui mettre une contrepulsion. Et en fait, au moment d'essayer de placer la contrepulsion, on essaye en fémoral à droite, en fémoral à gauche. Et en fait, impossible de monter le matériel, ça ne marche pas. Donc, la dame est passée à l'angioscanner un petit peu en catastrophe. À l'angioscanner, en fait, on retrouve une occlusion au niveau de la aorte abdominale sous-rénale, juste au-dessus de la bifurcation iliaque, qui s'étend au niveau du réseau iliaque commun à gauche. Les radiologues décrivent ça comme un aspect de dissection ancienne, et puis il n'y a pas de signe de souffrance viscérale par ailleurs. Donc voilà les images du scanner avec effectivement une occlusion complète de la aorte abdominale sous-rénale, que vous pouvez voir sur l'image du bas.
Donc finalement, on se retrouve avec cette dame de 48 ans qui a des lésions coronariennes très sévères, qui a des douleurs thoraciques, chez qui on avait retenu une indication de pontage et en fait on ne peut pas lui mettre de contre-pulse, donc on ne peut pas lui mettre de CEC et donc on se retrouve dans l'impossibilité totale de lui faire le pontage qu'on avait prévu. Donc finalement, retour en arrière, les chirurgiens nous disent bon bah t'as qu'à stenter le tronc et puis la dame est remise sur table de coronarographie pour du coup une angioplastie. Donc je vais vous détailler un petit peu la procédure. Procédure qui s'est faite par voie radiale droite en 6F avec une BU 3,5 et puis deux guides, un guide dans l'IVA, un guide dans la CX. Et en fait, on a fait un provisional stenting conventionnel, donc avec du coup, première étape, une prédilatation au niveau de l'ostium du tronc commun avec un ballon. Mise en place ensuite d'un stent dans l'axe tronc commun IVA, un stent Synergie 324. Un POT au niveau de l'ostium du tronc commun. Un kissing balloon avec un ballon dans le tronc commun vers l'IVA et puis un ballon vers la CX. Et puis le RIPOT final au niveau du tronc commun. Donc voilà le résultat final avec un résultat sur le tronc qui est plutôt joli sur l'IVA. Et puis toujours cette petite plaque sur la CX qui finalement paraît presque un petit peu plus importante sur les images là qu'on avait sur les images initiales. On a décidé de laisser la dame comme ça, de faire un traitement médical sur la CX et puis de la recontrôler à 1 mois. Donc voilà l'image de contrôle à 1 mois avec un beau résultat sur le tronc et l'IVA. Et puis finalement cette plaque sur la CX qui paraît plutôt non significative. Donc finalement, on se retrouve avec cette dame donc, de 48 ans qui, alors certes, a quand même des facteurs de risque cardiovasculaire non négligeables. C'est une dame tabagique, une dame qui a une hérédité coronarienne. On sait que c'est quelque chose qui pèse assez lourd dans les facteurs de risque dans la coronaropathie du sujet jeune. Et puis en plus de ça, on lui avait découvert une dyslipidémie au cours de l'hospitalisation avec un LDL cholestérol à 2 grammes par litre. Mais sachant que la dame est jeune et qu'elle a en fait une atteinte proximale des gros troncs coronaires sans atteinte de la distalité, on avait une distalité qui était plutôt jolie. Et puis surtout, en sachant qu'on avait cet aspect de dissection de l'aorte sous-rénale, on a décidé d'aller chercher un petit peu plus loin. Et donc on a adressé la patiente en consultation de médecine vasculaire au CHU. En consultation de médecine vasculaire, ils font un petit peu le tour, ils creusent un petit peu plus. Et puis en fait, la dame déclare qu'elle a des claudications au niveau des membres inférieurs. Elle a un périmètre de marche qui est aux alentours de 1 km. Et puis elle a des claudications au niveau des membres supérieurs aux efforts répétés. Elle a aussi des douleurs dans les carotides. Au niveau de l'examen clinique, des souffles carotidiens et sous-claviers bilatéraux. Une altération importante des IPS et puis pas de poux fémoraux. Bon, vu le résultat du scanner, on s'y attendait un petit peu. Et pas de poux au niveau pédio-gauche. Donc il lui prévoit une hospitalisation pour faire toute une batterie d'examens complémentaires pour étayer un petit peu le diagnostic qu'il suspecte. Ils font un écho-doppler des TSA qui retrouve un signe du halo au niveau de la carotide commune gauche, sans sténose. Le signe du halo, c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans la maladie de Horton, mais c'est un signe évocateur de vascularité active. À l'angioscanner aortique, il retrouve toujours cette occlusion de l'aorte abdominale sous-rénale qui n'a pas bougé, et puis un épaississement pariétal de la crosse aortique et des ostia des troncs supra-aortiques. Ils font même un TEP scanner qui retrouve un foyer hypermétabolique de la sous-clavière droite, aspécifique, mais qui du coup dans le contexte est un petit peu suspicieux. Et puis pas mal de bilans biologiques répétés qui ne retrouvent pas de syndrome inflammatoire. J'expliquerai juste après pourquoi je vous dis ça. Donc finalement, on a cette dame de 48 ans qui a des atteintes artérielles multiples, donc une coronaropathie très sévère, et puis toutes ces autres atteintes que j'ai listées ici. Et donc avec toutes ces données-là, les médecins vasculaires sont arrivés à un diagnostic de quelque chose qui est assez rare. Et en fait, ils ont porté le diagnostic d'une maladie de Takayasu. Et donc en fait, ils ont retenu finalement 2 diagnostics, à savoir que ce sont 2 hypothèses qui ne sont pas du tout mutuellement exclusives. Une artérite de Takayasu en phase séquelaire qui explique l'évolution rapide vers des sténoses sévères, et puis évidemment une atteinte athéromateuse diffuse chez une dame qui a des facteurs de risque cardiovasculaires qui ne sont absolument pas contrôlés. La dame aujourd'hui va bien, elle est suivie en cardio chez nous à Metz, un suivi qui est sans particularité. Elle a fait une scintigraphie myocardique il n'y a pas très longtemps qui était plutôt bien, et puis elle est suivie en médecine vasculaire tous les ans comme une authentique artérite de Takayasu en phase séquelaire qui est considérée comme stable et non évolutive. Juste un petit point du coup pour finir sur la maladie de Takayasu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une maladie inflammatoire, c'est la maladie des femmes sans pouls.
C'est quelque chose qui est rarissime, ça touche 3 personnes sur 1 million d'habitants et il y a un sexe ratio qui est vraiment très, très prépondérant en faveur des femmes, c'est 9 femmes pour 1 homme. L'étiologie est inconnue, alors il y a pas mal d'étiologies qui sont suspectées comme dans la plupart des maladies inflammatoires, mais rien qui n'a été authentifié comme tel. Et puis donc c'est une alternance de sténose, d'occlusion, de dilatation et d'anévrisme. Il y a 2 phases en fait dans cette maladie, la phase pré-occlusive, qui est la phase où on a tous les signes généraux, alors c'est surtout fièvre, arthralgie, souvent un érythème noueux, et donc c'est dans cette phase-là qu'on retrouve le syndrome inflammatoire biologique qui est assez marqué. Et puis la deuxième phase, la phase occlusive, qui est la phase dans laquelle on a retrouvé notre patiente, où c'est la phase en fait de toutes les complications vasculaires, les occlusions, etc. Juste un petit mot sur le traitement. À la première phase, la phase pré-occlusive, le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie et puis plus ou moins les immunosuppresseurs en cas de résistance à la corticothérapie. Et puis donc le traitement de la phase occlusive, c'est le traitement des complications, donc c'est les angioplasties, les pontages, etc. Merci de votre attention. Merci. Merci, présentation tout à fait originale. Est-ce qu'il y a une question? Apparemment, vous avez été convaincu, donc merci. Merci. Et donc, on va continuer avec la présentation de Dr Zocino. Anna, Aix-en-Provence, bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Anna Maria Zocinano, je suis assistante en cardiologie à l'hôpital d'Aix-en-Provence et ce soir je vais vous présenter un cas qu'on a pris en charge dans notre service. Un monsieur de 53 ans qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, qui est diabétique, obèse et dyslipidémique et qui nous a été adressé par le SAMU pour une douleur thoracique qui s'avérait être un infarctus inférieur, une phase aiguë. Donc il nous l'adresse pour coronarographie en urgence. Le patient avait été déjà chargé en Brilique, aspégique et héparine en préhospitalier. Il arrive en salle de coronarographie à H+2 du début de la douleur. À l'arrivée, le patient est instable sur le plan hémodynamique, il est hypotendu, il est en sueur, il désature, donc il est vraisemblablement en état de choc cardiogénique. Sous l'électrocardiogramme, il y a une tachycardie sinusale avec un aspect de sudesté inférieur. Il n'y a pas de trouble à la conduction ou de trouble du rythme qui avait été mis en évidence. Donc, quelle est la prochaine étape et que feriez-vous dans cette situation? Est-ce que vous stabilisez d'abord le patient sur le plan hémodynamique? Est-ce que vous faites une coronarographie? Est-ce que vous essayez de managerier les deux en même temps? Ou est-ce que vous faites une échographie cardiaque? Bien évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a quand même une bonne réponse. Notre coronarographiste a décidé de faire une échographie cardiaque pour mieux comprendre ce qui se passe, puisqu'il trouvait que le tableau clinique était un peu atypique. Et à l'échographie cardiaque, il retrouve une fuite mitrale qu'il juge d'être sévère. Donc, il va appeler notre échographiste qui confirme une fuite mitrale sévère par rupture totale du pilier postéromédian. La fraction d'éjection du ventricule gauche est conservée, ainsi que la fonction du ventricule droit. Donc, on est face à une urgence vitale. On a encore beaucoup de choses à régler, le côté hémodynamique, voire plus ou moins la coronarographie. Donc, on est en salle de coronarographie, on a face à nous un patient qui est jeune, qui présente une complication extrêmement grave, donc c'est une urgence vitale, il faut le stabiliser. En même temps, on s'active sur tous les plans. On appelle l'équipe de réanimation dans notre service pour anticiper une éventuelle dégradation. On appelle le chirurgien cardiaque, on appelle aussi le LUMAC en essayant d'anticiper une possible assistance circulatoire. Donc là, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Faut-il faire une coronarographie? Et si oui, faut-il faire une angioplastie? Faut-il le transférer directement dans le CHU de proximité? Faut-il mettre une assistance circulatoire? Et si oui, quelle assistance? Donc beaucoup de questions, très peu de temps. Et en même temps, on voit que spontanément, il y a une équipe pluridisciplinaire qui se forme, qui est la définition de la Heart Team. Et ça va nous permettre par la suite de prendre des décisions rapides et plutôt efficaces. Première décision, on met un ballon de contre-pulsion, on fait une coronarographie, on fait l'état des lieux. On voit qu'on retrouve une occlusion, donc comme attendu, une occlusion complète du segment proximal de la coronaire droite, ainsi que des lésions significatives de l'IVA et de la première marginale. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Angioplastie ou pas?
Et s'il faut traiter, est-ce qu'il faut faire que la coronaire droite? Faut-il traiter toutes les artères? Faut-il rien traiter? Donc là, on appelle nos collègues chirurgiens, puisque c'est eux qui vont prendre la suite. Et on a 3 avis chirurgicaux qui sont différents. On est en pleine journée, donc tous les chirurgiens sont disponibles. Il y en a un qui nous dit traitez la coronaire droite, laissez le reste pour plus tard. Ne faites rien ou traitez tout. Donc là, encore une décision qui est difficile, mais on est pressé. Donc on décide de faire une angioplastie de la coronaire droite avec une pose de 2 stents actifs et un bon résultat final. Bon, malgré tout ça, on sait très bien qu'il y aura une prise chirurgicale par la suite. Donc on est toujours dans la phase aiguë, une urgence vitale. On se pose cette question de ECMO ou pas ECMO. Et pourquoi? Parce que malgré un ballon de contre-pulsion et 2 stents actifs, le patient est toujours assez précaire sur le plan hémodynamique. On prend en compte aussi la distance, la durée de transport de salle de coronarographie de notre centre périphérique et le bloc opératoire. Donc on prend une 3e décision, c'est de poser l'ECMO dans notre centre et le transférer par la suite dans un centre de chirurgie cardiaque. Donc pour faire un résumé, donc à H+2, il est pris en charge en salle de coronarographie. Il aura un ballon de contre-pulsion, une angioplastie de la coronaire droite. Entre-temps, il est intubé et ventilé. À H+4, on va lui poser l'ECMO et le transférer dans un centre, dans un CHU. Et à H+9, il va avoir une intervention chirurgicale à type remplacement valvulaire mitral. Et la suite, je vais vous la raconter à la fin. Donc, je vais revenir brièvement sur quelques notions théoriques sur l'IM ischémique par rupture de pilier. Donc, c'est une complication qui est très rare et le plus souvent dans les phases aiguës, donc dans les syndromes coronariens aigus avec SUS-ST, mais pas que. En général, ça arrive à J2, J7 post-infarctus. L'aspect échographique parfois peut être trompeur à la phase initiale, puisqu'en général, la séquelle elle est plus étendue, donc la fraction d'éjection elle est plutôt bonne ou modérément altérée. Le tableau clinique est le tableau d'un OAP massif avec un choc cardiogénique et décès dans l'absence d'un traitement spécifique, donc c'est une urgence vitale. Je ne vais pas revenir sur l'explication pourquoi le pilier postéromédian est le plus souvent touché ou impliqué. C'est une explication qui est purement anatomique. Donc le diagnostic, le gold standard, c'est l'échographie transthoracique, mais qu'on a bien pu voir avec notre collègue avant. Donc parfois on peut aller jusqu'à l'UTO. Le traitement à la phase initiale, c'est le traitement standard du choc cardiogénique, donc support hémodynamique, assistance circulatoire, diurétique, et le traitement spécifique reste l'intervention chirurgicale. Donc on va revenir sur quelques questions qu'on s'était posées pendant la prise en charge et regarder un peu la littérature et les recommandations. Quel type d'assistance circulatoire choisir dans ce cas-là? Donc là, on est dans le cas d'une assistance circulatoire gauche. Nous, dans notre centre, on a le ballon de contre-pulsion et l'Impella disponible sur place, mais on peut aussi solliciter l'ECMO grâce à l'équipe du MAC. Qu'est-ce qu'ils nous disent les recommandations? Pas grand-chose. Ils nous disent que dans toute situation de complications mécaniques suite à un infarctus, il faut prendre des décisions dans le cadre d'une ARTIM. Donc, pas beaucoup de clarification. Une petite précision sur le ballon de contre-pulsion qui peut être utilisé en préparation pour la chirurgie et l'angiographie. On voit qu'au décours des années, le ballon de contre-pulsion n'a quasiment plus d'indication dans le traitement de routine des chocs cardiogéniques, le temps que l'Impella et l'ECMO peuvent être utilisés pour des cas spécifiques. Et le nouveau consensus de 2021 vient renforcer cette indication. On retient quand même une seule indication pour le ballon de contre-pulsion, ça va être la complication mécanique soit suite à un infarctus, soit une autre pathologie sous-jacente qui aurait pu donner ce genre de complications. Ensuite, quelques mots pour l'association entre le ballon de contre-pulsion et l'ECMO. Donc, il y a plusieurs articles qui viennent renforcer l'idée que l'utilisation des deux est plus efficace, et notamment une méta-analyse qui est sortie en 2022 qui confirme l'efficacité de l'utilisation du ballon de contre-pulsion et l'ECMO dans le traitement des patients à choc cardiogénique versus l'ECMO seul. C'est plus efficace et ça améliore la survie. Là, on avait fait une bonne choix. Pontage ou angioplastie, là encore, peu de réponses dans les guidelines. Pareil, donc une décision qui doit être prise dans le cadre de ARTIM. Et on voit que la Société américaine de cardiologie est un peu plus précise. Donc il indique un pontage en même temps avec la réparation ou le remplacement de la valve mitrale pour améliorer la survie. RVM ou plastie, ça c'est plutôt l'apanage des chirurgiens cardiaques, mais c'est intéressant de toucher un petit mot.
c'est toujours une controverse. Hein, donc, on nous dit que de préférence, il faut préserver la valve si possible, mais c'est quand même une procédure qui est beaucoup plus complexe et qui est opérateur dépendante et aussi en fonction de l'étendue de la nécrose. Donc, en général, le remplacement de la valve mitrale, c'est la procédure la plus utilisée, avec une mortalité qui reste très élevée. Et quel est le rôle de MitraClip dans toute cette histoire? On a bien pu voir qu'il y a un rôle et qu'il y a beaucoup de case reports sur la prise en charge de ce genre de complications chez des patients qui avaient été recusés à la chirurgie et dont le résultat était satisfaisant. Donc, on peut penser qu'il y a un avenir du MitraClip dans le traitement de ce genre de pathologie. Et voici l'évolution de notre patient. Donc on voit que la première semaine, il avait eu l'ECMO, l'intervention chirurgicale avec un remplacement de la valve mitrale. Il était dialysé sous amine. Il avait une pose de pacemaker pour un BAV complet, un choc hémorragique. À J7, il a une thrombose aiguë de la valve. Elle va avoir une nouvelle intervention avec un nouveau remplacement de la valve mitrale. À J10, une pause d'Impella, à J22, retrait ECMO, ensuite retrait Impella, sevrage, extubation, sevrage d'amine. On peut voir aussi que durant le séjour en réanimation, il aurait fait quasiment toutes les complications, soit liées à l'hospitalisation prolongée en réanimation, soit à l'utilisation de l'ECMO ou post-chirurgie cardiaque. Donc des complications infectieuses. Elle va avoir une nouvelle chirurgie de parage du scarpa et axillaire. Un choc hémorragique sur une rupture de faux anévrisme du scarpa, donc avec prise en charge au bloc opératoire. Et au final, à J56, il est sevré de dialyse. Et à J60, le patient n'a plus d'assistance circulatoire, n'a plus d'amine. Il a un bon fonctionnement de la valve mitrale avec une FVG qui est plutôt bonne à 45%. Il a quand même un début d'insuffisance rénale chronique. Quelle est la particularité de ce cas? Déjà d'avoir une rupture de pilier dans la phase aiguë de l'infarctus, à savoir que là on était vraiment dans les délais, on était à H+2 du début de la douleur. Le fait que c'est un diagnostic qui doit être posé rapidement puisque c'est une urgence vitale, et le fait qu'on a bien vu qu'on n'a pas de protocole, on n'a pas d'algorithme pour ce genre de patients. Déjà que dans le choc cardiogénique standard, on est un peu perdu parfois. Alors là, il n'y a pas de vrai algorithme pour le timing, le choix de l'assistance ou de la chirurgie. D'où l'importance d'avoir une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir choisir une stratégie thérapeutique la plus optimale. Merci à vous. Merci pour cette très belle présentation. Est-ce que dans l'assistance, il y a une question? Écoutez, donc merci. Donc, je vous rappelle donc que la possibilité donc de noter de 1 à 5 étoiles chacun des 4 orateurs, oratrices, et n'oubliez pas de valider. Alors, j'aurais 2 demandes contradictoires. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous demandais instamment de faire le maximum demain pour être à 8 heures dans cet amphi pour accueillir le ministre. C'est important qu'on soit nombreux, c'est important qu'on montre qu'on est unis, déterminés, tout en étant soucieux. Je vous demanderai, ce n'est pas contradictoire, d'être présent également à la péniche ce soir, à partir de 8h30. C'est sur la péniche que nous donnerons donc les résultats de cette épreuve et la récompense qui s'en suivra. Voilà, nous vous remercions en attendant. Merci. Est-ce que vous pouvez réafficher le code barre, le QR code? Et on vous invite de nouveau à voter. Et donc, Jean-Loup, les résultats, on les aura quand de ce vote? On les aura assez vite, mais donc on donnera les résultats en même temps que tous les autres résultats. Il y a des différents quiz donc, qui ont lieu. Tout à l'heure, il y aura le speed data également. Donc, il y a différentes épreuves avec des récompenses que l'on va grouper autour de l'orchestre, pour ceux qui étaient là l'année dernière, l'orchestre sur la péniche. Voilà, écoutez, merci et à tout à l'heure. Merci.